Michael Greenberg qui va faire exposer ce soir est chef de service à Antoine Béclair à l'assistance publique. Il est spécialiste de la médecine de la reproduction et gynéco-obstétricien, clinicien. Et voilà, donc ça va tout à fait en complément, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, ça va en complément de l'exposé qu'on a eu de Pierre Jouanet, qui était sur la biologie de la reproduction, qui était tout à fait passionnant. Tu as la parole. Ok. Combien de temps? Combien de temps, Gérard? Bon, une vingtaine de minutes, si vous voulez, puis après on répond. Et le but, c'est qu'on discute un peu? Oui, bien sûr. Alors, bon, donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Alors, vous savez qu'il y a, dans les enjeux qu'il y a actuellement, c'est la rediscussion des lois de bioéthique. Et dans les lois de bioéthique, il y a énormément de choses qui concernent l'assistance médicale à la procréation. Vous avez dû en entendre parler un petit peu via les médias, les choses comme ça, et notamment la Manif pour tous, qui est plutôt assez véhémente par rapport à un certain nombre d'évolutions que pourrait voir l'AMP. Alors, globalement, l'assistance médicale à la procréation comprend l'ensemble des techniques qui vont pouvoir permettre à un couple aujourd'hui infertile, aujourd'hui hétérosexuel, en âge de procréer et donc majeur, de pouvoir bénéficier d'une aide pour essayer d'augmenter les probabilités d'avoir un enfant. L'objectif est d'essayer, par ces techniques qui s'appellent insémination intra-utérine ou fécondation in vitro, d'essayer de faire en sorte de transmettre, tant que faire se peut, le patrimoine génétique des deux parents. Donc ça, c'est pour l'assistance médicale à la procréation dans le cadre d'un couple, donc avec des gamètes qu'on va appeler homologues. De temps à autre, dans un certain nombre de situations cliniques, soit l'homme n'est plus capable de produire des spermatozoïdes, soit la femme n'est pas capable d'avoir des ovules de compétences suffisantes. Et dans ce cas-là, on peut être amené à avoir recours à des tiers donneurs, donc dons de sperme, dons d'ovocytes ou dons d'ovules, pour essayer de faire en sorte que ces couples-là puissent essayer d'avoir une descendance. Dans le cadre des lois de bioéthique, vont se discuter un certain nombre de sujets. Parmi ces sujets, il y a l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples homosexuels de femmes, aux femmes célibataires. Il y a d'autres thématiques qui vont comprendre l'anonymat des donneurs. Aujourd'hui, ces dons sont de manière... La France a misé sur un système qui est sur le principe très louable, qui est le don altruiste, c'est-à-dire qu'il est anonyme et gratuit. Malheureusement, la politique aujourd'hui française du don fait face à son échec, c'est-à-dire que malheureusement, en dépit de tout le côté louable qu'il puisse y avoir, il se trouve que on a une pénurie relativement importante de donneurs, et il faut savoir qu'un couple qui a besoin d'un don de sperme doit attendre en moyenne 18 mois. Une femme qui doit bénéficier d'un don d'ovocytes va attendre jusqu'à 3 ans. Pour ne pas dire 5 ans quand on est d'ethnie un peu plus rare, ethnie rare étant en médecine de la reproduction, dans le cadre du don, avoir la peau noire ou être asiatique. Il y a tellement peu de donneurs dans ces ethnies-là que les couples sont obligés d'attendre parfois jusqu'à 5 ans. Vous comprendrez bien que c'est pas très humain tout ça, et que beaucoup, en tout cas malheureusement, cette sélection se fait sur l'argent, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens d'aller dans des pays où il n'y a pas à faire face à cette problématique de don vont aisément à l'étranger, moyennant 5, 6, 7 000 euros par tentative. Malheureusement, l'assistance médicale à la procréation n'est pas parfaite et ne peut pas permettre de garantir d'enfants à qui que ce soit. On n'est pas capable aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de marqueur direct de la fertilité, du potentiel des ovules ou des spermatozoïdes, on n'est pas capable de dire si un couple va avoir des enfants ou pas avec notre technique. On n'est pas capable de le dire non plus à une femme qui viendrait me voir en consultation, ou un homme qui me dit « je suis inquiet pour ma fertilité, je voudrais savoir si j'aurai des enfants plus tard », je suis incapable de lui dire. Soit il n'a pas de spermatozoïdes, ok, soit elle est ménopausée avant d'avoir tout commencé, ok, je peux lui dire que ça va être quasiment impossible. La plupart des cas, c'est pas ça. C'est des gens qui ont des spermogrammes normaux ou pas loin de la norme,
qui auront sans doute peu de difficultés à être enceintes, mais je ne peux pas leur garantir. Pareil pour les femmes. Parallèlement à tous ces développements de l'assistance médicale à la procréation qui se sont faits pendant des années, la première grossesse, la première naissance en France, c'est 1982, la première naissance dans le monde ayant eu lieu 4 ans plus tôt, en Angleterre, il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits. C'est vrai que ces progrès-là ont permis d'augmenter la probabilité de succès qui n'est malheureusement pas, encore une fois, une garantie. Aujourd'hui, il faut savoir que des inséminations intra-utérines, replacer du sperme au fond de l'utérus d'une femme, préalablement stimulé au niveau de ses ovaires, va marcher dans 10 à 15% des cas. Quand on fait de la fécondation in vitro, ça va marcher dans 30 à 40% des cas. Ça veut dire que c'est une médecine très particulière qui rate plus souvent qu'elle ne réussit. Et c'est une spécificité absolue. Il faut savoir aussi que les couples qu'on voit en consultation, qui sont malades, qui sont porteurs d'une pathologie, puisque l'infertilité est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, elle a mis du temps à être reconnue comme une maladie parce qu'effectivement, physiquement, c'est des gens qui vont bien. Il n'y a pas de signe, ils ne vont pas mourir s'ils n'ont pas d'enfant. Mais le fait est que cette obsession de quand finalement on est en bonne santé et qu'on est obsédé par le fait d'avoir un enfant qu'on n'arrive pas à avoir, qui est quelque chose qui est censé être normal, avoir un enfant, on est censé y arriver de manière complètement intuitive, ça doit se faire naturellement, c'est la transmission normale de la génétique et de la descendance et de la famille. Et bien malheureusement, ces couples-là, le paradoxe, c'est qu'ils sont prêts à énormément de choses, et même s'ils savent que notre médecine est imparfaite, ils sont prêts à tenter. On leur dit mais vous avez 1% de chance, là où la médecine va sans doute dire non, on estime que pour 1% ça vaut pas le coup de mettre en place toutes ces techniques-là. Ils vont nous dire mais si, mettez-les en place, 1% de chance, on n'a rien à perdre quelque part. On peut faire le parallèle avec les gens qui sont dans des situations dramatiques type soins palliatifs, où en gros foutu pour foutu, ils se disent on y va. Et ben c'est un peu pareil. Et c'est le paradoxe parce que ils sont finalement sains quand on les voit comme ça. Ils ont juste cette maladie terrible qu'est l'infertilité. Alors, parallèlement à ces progrès médicaux qui se sont faits, se sont mis en place d'autres choses pour essayer d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de couples ont recours à l'assistance médicale à la procréation. Même si les premiers enfants sont obtenus de plus en plus tardivement, liés aux évolutions sociétales, les femmes font des études, les femmes travaillent, les femmes veulent avoir des enfants de plus en plus tard. Les femmes ont voulu quelque part cette autonomie reproductive. Cette autonomie reproductive, elle s'est traduite initialement par la loi Veil et la possibilité d'interrompre les grossesses. Chose qui paraît aujourd'hui normale. Cette autonomie reproductive, elle va aussi se discuter dans le cadre des lois de bioéthique pour permettre à des femmes qui vont faire face à l'horloge biologique, puisque ça c'est un concept que tout le monde connaît, les femmes, contrairement aux hommes, vont avoir un déclin de leur fertilité au fur et à mesure du temps. Le pic de fertilité, c'est 20 à 30 ans pour une femme, et ça ne fait que décliner, avec une pente encore plus ardue à partir de 35 ans, où on a une décroissance importante de la qualité des ovules et de la quantité. Tant et si bien que l'assistance médicale à la procréation devient très peu performante à partir de 35 ans, et encore moins à 40 ans. Aujourd'hui, l'assistance médicale à la procréation, elle est autorisée jusqu'à 43 ans et remboursée intégralement par la sécurité sociale. Comme on ne sait pas faire face à ce déclin de la fertilité, on a des évolutions techniques, notamment la congélation des gamètes, qui a permis de mettre finalement le système en veille, c'est-à-dire de figer le temps, en permettant à des femmes qui ne sont pas infertiles de subir des traitements de stimulation ovarienne, comme si elles allaient avoir une fécondation in vitro, d'avoir un recueil de leurs ovules pour les congeler, figer le temps et leur permettre après de faire leur vie et d'essayer d'acquérir encore plus, un peu plus d'autonomie reproductive. Ça aujourd'hui, en France, quand on n'est pas malade, quand on n'a pas une maladie qui va impacter sur la fertilité, ou qu'on n'a pas un traitement type anticancéreux qui va détruire la fonction de reproduction, on n'y a pas droit.
On ne peut pas, sous prétexte qu'on n'a pas de maladie au sens propre du terme, qui va impacter sur la fertilité, congeler des ovules. Ce qui est autorisé dans le monde entier maintenant quasiment. Aujourd'hui, la France le refuse. Même pour une femme qui dit « je veux le faire, je suis prête à le payer de ma poche », comme si elle voulait faire de la chirurgie esthétique, on va lui dire « je veux me faire refaire le nez », on ne va pas lui dire « non, tu n'as pas le droit de te le refaire faire. C'est ton problème, ok, tu ne seras pas prise en charge si tu ne dois pas l'être », mais aujourd'hui, on ne lui laisse même pas cette possibilité. Aujourd'hui, elle a une interdiction de pouvoir le faire. Ça aussi, ça se doit d'être discuté. Et c'est un progrès récent. Dans les progrès, on a eu aussi, il y a un certain nombre d'années, les évolutions de la génétique. Elles continuent à se faire de manière très très importante. Ces évolutions de la génétique, elles ont permis à des couples qui n'étaient pas forcément infertiles de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle du diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, c'est un traitement de fécondation in vitro avec constitution d'embryons pour pouvoir permettre à des couples qui sont susceptibles de transmettre une maladie dite d'une extrême gravité, avec des enfants qui meurent très tôt, avec des enfants qui ne meurent pas forcément très tôt mais qui sont atteints de pathologies d'une lourdeur incroyable, on peut, dans un nombre très restreint de cas, permettre à ces couples-là de bénéficier du diagnostic préimplantatoire. On fait une FIV, on constitue des embryons, on prélève une cellule ou deux sur l'embryon, on s'assure qu'il n'est pas porteur de la maladie et on replace uniquement les embryons sains. Est-ce que ça s'apparente aujourd'hui à de l'eugénisme ? La société a dit que non et elle l'a autorisé dans un nombre très restreint et très cadré d'indications médicales. Je vous ai dit, dites d'une gravité extrême. Il se trouve que, parallèlement à ça, et ça n'a jamais perturbé ou très peu perturbé la majorité de la population, à juste titre je pense, on a mis en place en routine, je dirais, des stratégies de dépistage en cours de grossesse des anomalies, des malformations, pour pouvoir permettre d'interrompre les grossesses. Si on jugeait, si le couple jugeait et si la société jugeait que c'était recevable. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on autorise pour une femme qui est enceinte, qu'elle le soit naturellement ou pas, 3 échographies pour dépister des anomalies multiples et variées, la plus fréquente, aux yeux de tout le monde, étant la trisomie 21. Aujourd'hui, c'est fait au quotidien et c'est proposé dans toutes les grossesses. Est-ce que c'est de l'eugénisme ? On a considéré, la société a considéré que non. Est-ce que, dès lors que des nouvelles techniques de génétique sont disponibles, on est capable maintenant, je vous l'ai dit, de faire de la FIV pour rechercher une anomalie spécifique d'une extrême gravité. On sait maintenant faire aussi des choses même beaucoup plus simples qu'aller chercher une aiguille dans une botte de foin qui est une maladie d'une gravité extrêmement importante, avec au sein d'un génome complet aller identifier la maladie. On sait identifier, bien entendu, et ça on le sait le faire depuis longtemps, des problématiques plus larges, avec des anomalies de nombre de chromosomes. Donc ça, c'est beaucoup plus facilement identifiable. Et aujourd'hui, on propose, pas en France, mais on propose dans beaucoup de pays, d'aller faire des tests génétiques pour aller screener les embryons avant de les replacer, pour s'assurer qu'ils ne soient pas porteurs des grandes anomalies qui soient pourvoyeuses d'échecs d'implantation des embryons, donc d'échecs des FIV, ou de fausses couches prématurées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de la fécondation in vitro, on le sait, on génère des embryons génétiquement anormaux dans un certain nombre de cas. C'est normal. C'est normal parce que c'est un processus, la FIV, qui va se baser sur du sauvetage d'ovules qui était voué pour la majorité d'entre eux à être détruit. Tous les mois, la femme ne produit qu'un seul ovule. Et elle en détruit, en fonction de son âge, entre 15 et 20 tous les mois. Elle en sélectionne un seul parmi une quinzaine, on va dire. Le but des traitements de stimulation, c'est de faire de la rescue de ces ovules qui étaient voués à l'atrésie et voués à la destruction.
Donc on peut aisément comprendre que si la nature est censée être bien faite, là où elle sélectionne tous les mois le bon, parmi ceux qu'on va sauver, il y en a qui ne sont pas bons. Pas tous, puisque la FIV a permis d'avoir des grossesses et permet au quotidien à 3% des naissances, 30 000 par an, enfants de naître. Donc elle n'est pas si mauvaise que ça. Et ces enfants vont plutôt bien. Mais on sait qu'on produit des embryons génétiquement anormaux, en termes de nombre, qui vont expliquer le fait que ça ne va pas s'accrocher ou que ça puisse donner des fausses couches précoces dans le premier trimestre. Ça arrive d'autant plus que la femme avance en âge. Je vous ai dit que les taux de succès baissaient, diminuaient avec l'âge. Et aujourd'hui, si on prend une femme de 40 ans, elle a 90% de ses ovules qui sont génétiquement anormaux, qui ne donneront pas d'embryons qui seront viables, qui ne donneront pas d'embryons qui permettront de s'implanter, qui ne donneront pas d'embryons qui, même s'ils permettent de s'implanter, ne permettront pas une évolution jusqu'à la naissance. Parce qu'il y aura une fausse couche, parce que la nature va reprendre ses droits et va interrompre la grossesse prématurément, parce qu'elle n'est pas viable. En général, c'est parce qu'il y a une trisomie 18, une trisomie 13, une trisomie 21. Parce que la plupart des trisomies 21 s'arrêtent d'elles-mêmes, ne sont pas évolutives. Mais un certain nombre d'entre elles le sont. C'est à l'origine des enfants que vous avez pu tous voir. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de faire, dans un nombre de cas bien sélectionnés, de la sélection du test pour sélectionner, sur base de screening génétique, les embryons qui sont porteurs de ces grandes anomalies les plus fréquentes, trisomie 13, trisomie 18, trisomie 21, pour éviter de faire des replacements d'embryons pour rien. Il faut savoir qu'une femme qui a 40 ans, je vous ai donné ses taux de succès, si elle produit, si on arrive à avoir, je ne sais pas chez elle, 5 embryons, et que manque de peau, c'est le dernier qui est le bon, elle va avoir plusieurs transferts, plusieurs replacements, où elle va avoir un espoir fou en se disant qu'on lui a remis des embryons dans l'utérus, qui ne s'accrocheront pas, ou qui vont donner des fausses couches, et on va perdre un temps fou, là où le temps est très précieux par rapport à cette horloge biologique. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est, d'ailleurs ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une femme de 30 ans a elle-même 60% de ses ovules qui ne sont pas forcément optimum. Donc l'espèce humaine, en termes de reproduction, n'est pas d'une efficacité incroyable. Contrairement aux animaux qui, à chaque fois qu'ils essayent, ça marche, ils ont des portées de 5-6, nous ça ne marche pas comme ça. C'est sûrement la complexité de l'espèce qui fait que c'est si peu performant également. Mais là où on est dans une lutte permanente contre le temps, parce que les femmes font des enfants de plus en plus tard, parce que la société a évolué, parce qu'il y a des nouvelles formes de couples qui se font, des nouvelles unions avec des gens qui divorcent de plus en plus, qui se séparent, qui sont en droit de vouloir, dans le cadre de cette nouvelle union, refaire des enfants. Mais ces nouvelles unions, souvent, elles se font à un âge un peu plus avancé, où la femme va être moins fertile. Et bien, chez celle-là, si elle n'a pas au préalable congelé des ovules, parce que c'est interdit en France, peut-être que dans l'avenir, ça ne le sera plus, en tout cas, je l'espère, elle pourra bénéficier de tentatives avec des ovules jeunes, optimum en termes de chances de succès. Aujourd'hui, pour celles qui n'auraient pas congelé en tout cas, avoir la possibilité d'éviter cette perte de temps en faisant du screening génétique des embryons pour lui replacer directement celui qu'on pense ne pas être porteur de ces grandes anomalies qui sont les plus fréquentes, les plus grandes pourvoyeuses de ces fausses couches ou de ces échecs d'accroche. Il faut savoir que les fausses couches, à partir de 40 ans, c'est 30% des grossesses. 30% des grossesses vont s'arrêter au premier trimestre parce que les embryons étaient génétiquement anormaux. Alors sur une grossesse naturelle, ok, mais en FIV, quand on a moyen de le savoir et qu'on a moyen d'éviter ces replacements et de faire faire à ces femmes le yo-yo émotionnel de « super, je suis enceinte » et d'un coup tout s'écroule parce que ça s'arrête alors que ça fait des années qu'elle essaie d'être enceinte, c'est dramatique. Donc si on a la possibilité de faire ces tests qui ne sont, selon mon point de vue, pas de l'eugénisme, on ne va pas sélectionner pour améliorer l'espèce, on va sélectionner pour éviter des échecs ou éviter la lourdeur pour les patientes qui, au pire du pire, dans une fausse couche, elles n'évacuent pas tout du premier coup,
on est obligé d'aller faire des curetages, d'aller aspirer, on peut avoir à reprendre ça, il peut y avoir des complications de ces curetages avec ce qu'on appelle des synéchies, des cloisons fibreuses qui font qu'on va en plus lui abîmer son utérus. On est déjà, malgré même ces tests génétiques, pas dans une performance incroyable. Donc on va peut-être monter les taux de succès dans cette tranche d'âge-là, qui n'est pas optimale, à 15-20%. Mais là, aujourd'hui, on est avec une perte de temps catastrophique à des taux de succès qui ne dépassent pas les 10-15%. Donc il faut aujourd'hui qu'on ait la possibilité de se dire qu'on a des techniques qui existent, qui sont, je pense, destinées à améliorer les taux de succès. Encore une fois, on n'est pas dans une amélioration de l'espèce, on n'est pas dans le fait de vouloir anéantir une frange de la population. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire fi de ces progrès médicaux, bien sûr dans le cadre d'une loi, bien sûr qu'il faut le cadrer, de la même manière que le DPI, le diagnostic préimplantatoire, s'est restreint à des maladies d'une gravité extrême, et qu'on passe notre temps à récuser des demandes qui sont pas jugées recevables, mais qui pourraient quand même l'être, parce que la gravité extrême, on est vraiment dans l'extrême par définition, et il y a des maladies qui pourraient... On pourrait vous raconter l'histoire de certains parents qui vous feraient pleurer tout de suite tellement c'est dramatique, et pourtant qui ne sont pas encore assez suffisamment graves au vu de la société pour être éligibles. Mais à la limite, même si on ne demande pas forcément ça, on n'est pas de la sélection de dire « moi je veux un garçon absolument coûte que coûte parce que j'ai déjà eu 3 filles et je veux un garçon et je veux un garçon », ou dans certains couples qui n'ont pas d'enfants mais qui disent « je veux un garçon parce qu'il faut que mon aîné soit un garçon », c'est pas ça qu'on demande. Parce que ça, effectivement, là on est dans des dérives. Moi je veux un garçon qui a les yeux bleus parce que c'est ça que je préfère, ou que ma fille ait les yeux bleus, ou qu'elle soit blonde, parce que je pense que ce sera mieux pour elle. On n'est pas là-dedans. Ça, c'est de l'eugénisme. Okay. Nous, on est dans le fait d'essayer de se dire qu'on veut éviter des transmissions qui pourraient, en tout cas, être évitables aujourd'hui, avant d'avoir à passer par les épreuves des interruptions médicales de grossesse, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces anomalies sont diagnostiquées sur des problématiques médicales, que ce soit au minimum un échec, un peu plus grave, une fausse couche, beaucoup plus grave, une interruption médicale de grossesse au premier trimestre si c'est dépisté suffisamment tôt, dans les cas extrêmes, un dépistage très tardif, à 8-9 mois, où on va demander une interruption médicale de grossesse avec une femme qui va accoucher d'un enfant complètement formé. Ça, aujourd'hui, il y a des choses qui sont évitables. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de ces progrès médicaux, bien entendu dans un contexte de loi, bien entendu dans un contexte encadré, pour éviter les dérives. On n'empêchera pas des dérives dans certains pays où il n'y a pas forcément ces lois. Nous, on demande de bénéficier de l'ensemble de ces progrès. Je vous ai dit, la congélation d'ovocytes, les testings génétiques, des choses qui peuvent se faire, l'ouverture y compris pour arrêter ces discriminations aux femmes homosexuelles, aux femmes célibataires, dans le cadre d'une loi. On ne veut pas que ce soit fait largue à manu, que chacun dans son cabinet ou dans son hôpital fasse ce qu'il a envie de faire. On demande un cadre, on demande juste un assouplissement du cadre qu'on a qui est trop restrictif, qui aujourd'hui fait que la médecine de la reproduction française, qui était sans doute une des plus efficientes dans le monde au début de l'AMP, n'a de cesse de rétrograder parce qu'on devient de moins en moins ouvert là où des pays où on pouvait se dire qu'il pouvait y avoir une pression religieuse énorme, Espagne, Italie, se sont ouverts à des choses qu'on n'autorise pas nous encore aujourd'hui. Là où aujourd'hui on est, nous, pas capables d'aller regarder de manière objective ce qu'on pourrait apporter aux patientes au vu des techniques actuelles et qu'on n'a pas été capable de mettre en place suffisamment tôt et de faire notre révolution d'un point de vue reproduction pour que ces couples puissent bénéficier de chances optimales en termes d'assistance médicale à la procréation avec naissance d'enfants dans la mesure du possible en bonne santé, parce que c'est ça la finalité, c'est ça qu'on recherche et c'est ça qu'on recherche tous et c'est ça à quoi aspirent les couples. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là, je réponds à toutes vos questions, parce qu'on doit être dans les temps à peu près. Merci, oui. Jacques.
Jacques Méliès est aussi un professeur émérite d'obstétrique. Tu le connais très bien, donc. Oui. Et donc tu veux. Si vous voulez, on va répondre aux questions globalement. Oui. D'accord, alors moi je vais prendre la discussion sous un angle un peu différent et répondre à la question dont j'avais compris qu'elle m'était posée. Est-ce que la médecine est eugénique? Ma réponse est oui, la médecine est eugénique. Et est-ce qu'il y a des risques de dérive? Je pense que oui. Il y a des risques de dérive. Non seulement il y a des risques, mais il y a des faits qui nous disent que la médecine aujourd'hui est eugénique. Alors, avant de discuter plus en avant, il faut comprendre, il faut faire la distinction que vous connaissez tous entre l'eugénisme médical et l'eugénisme criminel. Ce n'est pas la même chose. L'eugénisme médical, c'est un eugénisme qui est... La médecine est eugéniste. Moi, j'ai passé ma vie professionnelle à faire de l'eugénisme. Et j'ai même écrit un bouquin en 99 qui s'appelait « Euthanasie du fœtus, médecine ou eugénisme ». C'était une réflexion sur ce qui me posait des questions et qui me heurtait malgré tout, sur les interruptions médicales de grossesse dont a parlé Michael, c'est-à-dire pour des fœtus qui étaient atteints d'une maladie d'une particulière gravité. Donc il y a un eugénisme médical, et je vais y revenir, qui se définit comme individuel, qui se définit comme librement consenti, et qui se définit pour le bénéfice des personnes, ou en tout cas ceux qui sont mandatés pour les représenter quand il s'agit des fœtus. Et puis il y a un eugénisme criminel, qui est un eugénisme qui est contraint, un eugénisme qui ne laisse pas le choix, qui est collectif et qui est fait pour des politiques qui sont des politiques éventuellement ou des idéologies qui sont effectivement criminelles. Donc ça c'est très simple. Ce qui est moins, c'est qu'entre les deux, il y a tout un espace qui est gris. Et c'est de ça dont on va parler parce qu'il est extrêmement complexe cet espace. Et il y a malgré tout des points qui sont déjà plus tranchés sur lesquels je peux parler. J'ai été, pendant très longtemps, j'ai travaillé à ce qu'on appelle la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, qu'on appelle la FIGO. Et j'ai été pendant 20 ans membre du comité d'éthique de la FIGO. J'ai été président du comité d'éthique de la FIGO entre 2006 et 2009, en 3 ans. Et comme président, on m'a posé la question, qui m'a posé la question, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il y a en Slovaquie des médecins qui pratiquent des stérilisations forcées. On croyait totalement révolu. Pas du tout. Les médecins en Slovaquie profitaient des césariennes pour faire des ligatures de trompe, sans aucune indication médicale, à des femmes qui ne demandaient rien et qui n'étaient même pas informées. Des femmes tziganes, des roms... Les tziganes, voilà. Vous avez raison, pardon, je voulais préciser, vous avez raison, c'était les tziganes, absolument. Donc ça existe encore, et tout à l'heure je dirais que ça n'est pas terminé, mais de façon plus feutrée. L'eugénisme historique, si vous voulez, et c'est là que c'est compliqué, a commencé, bon je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous connaissez ça aussi bien que moi, par des médecins, des biologistes, il y a Hugo de Vries, etc., mais il y a des médecins. En France, il y a eu Alexis Carrel, qui était biologiste, et Charles Richet, qui était médecin. Ils ont tous les deux le prix Nobel de médecine, alors qu'ils étaient eugénistes. Mais eugénisme médical, qui couvrait en fait une volonté affichée d'améliorer la santé des populations, pas du tout pour le bénéfice des individus. Ils étaient eugénistes en disant ces enfants qui naissent mal formés, ils n'ont pas lieu de survivre, la population va en pâtir, on ne les accepte pas. Ils ont été le prix Nobel de médecine. Et en 1954, donc c'était pas si longtemps après Nuremberg, il y a 2 médecins anglais, Watson et Crick, qui ont le prix Nobel de médecine parce qu'ils ont identifié le double hélice de l'ADN. Et Crick a dit, un nouveau-né ne sera accepté comme humain quand il a fait la preuve que son ADN est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a encore des résurgences de eugénisme qui sont absolument condamnables chez les médecins ou les plus grands savants. Bon. Quand
Donc je vous ai dit, moi, mon métier c'était d'être accoucheur, et étant accoucheur, je présidais ce qu'on appelle un centre multidisciplinaire de diagnostic prénatal, c'est-à-dire le centre à Saint-Antoine, où les parents proposaient leur dossier de grossesse pour savoir s'il y avait une indication à interrompre une grossesse, indication médicale, indication d'interruption médicale de grossesse. Et donc j'ai passé toute ma vie professionnelle à rédiger des certificats d'interruption médicale de grossesse en disant le fœtus est atteint d'une maladie d'une particulière gravité, inaccessible à un traitement au moment du diagnostic, et donc, etc. Et quand j'ai relu les écrits de Charles Richet, pareil, c'était les mêmes termes, évidemment pas les mêmes buts, mais les mêmes termes. Donc je ne suis pas très à l'aise. Je n'étais pas très à l'aise, mais il a fallu donc bien développer l'idée que cette interruption de grossesse, qui est quelque chose de très pénible, hein, car comme l'a dit Michael, ce sont des interruptions de grossesse qu'on peut décider jusqu'au terme, et on est en France une exception à ce terme-là. On peut jusqu'à la veille de l'accouchement décider à 9 mois qu'on va interrompre une grossesse. On fait à ce moment-là ce qu'on appelle un féticide, c'est-à-dire qu'on va injecter dans le cordon ombilical des produits qui vont d'abord anesthésier, empêcher la douleur et ensuite provoquer le décès du fœtus, et cette femme accouchera d'un enfant mort-né. Mais à terme de grossesse, c'est compliqué. Donc il a fallu se poser la question, mais est-ce que ce que nous faisons là, c'est vraiment de la médecine ou est-ce que c'est de l'eugénisme? Or, c'est évident que c'est un eugénisme qui est un eugénisme médical, parce que chacun est libre d'accepter ou de ne pas accepter une interruption de grossesse. Et quand il y a sur des fœtus mal formés un certain nombre de couples et de femmes qui, pour des raisons philosophiques, surtout religieuses, disent non, de toute façon, je ne ferai pas le diagnostic prénatal, pas de test, je vais revenir de trisomie, et je n'accepterai pas l'interruption de grossesse. Ces enfants ont intégralement été pris en charge quand ils sont nés. Toujours. C'est-à-dire qu'un enfant né trisomique, il est opéré s'il a une cardiopathie congénitale, ce qui est souvent le cas, il est opéré s'il a une atrésie de l'œsophage. Et moi j'ai vu dans mon service, dans les berceaux de néonatologie, des enfants, et je me souviens en particulier d'un couple philippin catholique, le fœtus n'avait pas de rein, il était sur la syndrome de Potter, il avait une agénésie rénale des deux côtés, il est resté dans les berceaux avec ses parents jusqu'à ce qu'au bout de quelques jours il puisse décéder, paisiblement. Et on me disait, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne pouvez pas faire ça. Ça coûte trop d'argent à la société, puis c'est pas bien, c'est pas éthique. Je dis, écoutez, au contraire, plus ça coûte d'argent, plus ça a de la démonstration que l'interruption médicale de grossesse, pour les autres, est volontairement acceptée sur un plan de liberté. Et ça, c'est la preuve que l'eugénisme que nous faisons est un eugénisme librement consenti, ce qui est absolument toujours le cas. Quand on propose une interruption de grossesse, c'est jamais les médecins qui décident, c'est toujours les parents. Alors, il est sûr que les parents, c'est quelquefois hautement difficile pour eux de décider, hautement difficile, parce que comment aller dire, moi j'accepte, en fonction de ce que disent les médecins, d'interrompre la vie de mon enfant, il faut les aider, et on les aide le mieux qu'on peut, mais sans jamais prendre la décision à leur place, c'est eux qui décident. Alors, ceci dit, ça c'est une politique donc individuelle qu'on comprend bien, mais ce qu'a dit Michael, c'est qu'il y a des choses qui sont moins nettes, qui sont les tracts au mauvais gène. Et la traque au mauvais gène, c'est les tests de dépistage systématique, par exemple, des trisomies. Trisomie 21, mais les autres trisomies, 18, 13, etc. Et en France, effectivement, il l'a dit, il est obligatoire d'informer toutes les femmes enceintes qu'il existe des tests de dépistage. Obligatoire de les informer. Pas obligatoire, évidemment, de leur imposer. Elles décident, elles choisissent. Mais c'est obligatoire de les informer. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de politique de santé publique qui est entre les deux. Entre les deux, bien sûr, les gens choisissent, mais si on y réfléchit bien, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas quand même des pressions qui sont des pressions économiques et sociales qui font que les gens décident parce que c'est trop compliqué chez nous d'élever un enfant handicapé. Il n'y a pas les moyens. Il y a combien de centres pour handicapés? Donc, bien sûr, c'est une décision qui est libre, mais une décision qui peut être soumise à des pressions qui poussent à la décision.
La même chose, c'est pour les, par exemple, des maladies qu'on appelle les maladies de l'hémoglobine, la drépanocytose, la thalassémie, c'est les maladies de l'hémoglobine qui sont très graves quand elles sont homozygotes, quand il y a les deux gènes. Parents envoient les deux gènes, c'est des maladies, des anémies très sévères. Et ben, moi, quand j'étais chef de clinique, donc assistant à Beaubloc, au début, où on commençait à faire des biopsies de ce qu'on appelle trophoblastes, c'est-à-dire précurseurs de placenta, on pouvait faire les diagnostics d'anomalies du gène de l'hémoglobine. Et on a vu, c'était la fin des années 70, débarquer des charters entiers de pays méditerranéens, c'est-à-dire du sud de l'Italie, de la Sicile, de la Sardaigne, de la Grèce, etc., de la Crète, qui venaient à Port-Royal faire des biopsies trophoblastes et des interruptions de grossesse. C'était des politiques un peu de santé publique. Malgré tout, quand on vient dans un charter, le côté individuel de la décision, bon, enfin, mais ça restait une pratique médicale, mais globale. Et puis, Pierre Joannet vous a parlé la dernière fois de ce qu'ont fait les chercheurs chinois. Les Chinois ont pour la première fois réussi ce qu'on appelle l'édition d'un génome embryonnaire humain. L'édition, c'est-à-dire le décryptage de ce génome, et ensuite la modification d'un gène avec un système enzymatique qui va couper le gène et qui éventuellement le remplace, le restitue normal. Ils ont fait ça sur un embryon qui n'était pas viable, qui était un embryon triploïde, et sur le gène de l'hémoglobine. Parce que l'objectif, c'est de, à terme et en filigrane, il a dit ça, mais d'éradiquer dans la population chinoise les maladies de l'hémoglobine. En pratique, ça me paraît irréaliste et irréalisable, parce qu'une fécondation in vitro avec le système CRISPR-Cas9, il n'y en a pas à tous les coins de rue. C'est quelque chose qui peut être une politique de masse. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a une ambition là d'éradiquer dans une population une maladie. On ne sait pas comment ça fonctionne aux générations suivantes. Mais quand on parle de liberté des modifications génétiques, autant le diagnostic préimplantatoire est quelque chose de superbe, épatant. D'ailleurs, à titre anecdotique, je peux vous dire que quand le DPI, diagnostic préimplantatoire, a été discuté en 1993, pour être inscrit dans la loi de bioéthique 94, le diagnostic préimplantatoire ne figurait pas dans la liste des dispositions légales. Il ne figurait pas. Et moi, je connaissais très bien l'inventeur de ça, qui était Alan Handyside à Londres, Hammersmith, qui était venu en France, il nous avait fait des conférences, et avec Charles Roux, qui était l'embryologiste de Saint-Antoine, on a été voir Claude Huriet, qui était sénateur, médecin, et on a dit, Claude Huriet, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, laisser passer le DPI. Donc, Claude Huriet nous a dit, et je m'en souviens encore, parce que ça rejoint la discussion sur les lois de bioéthique aujourd'hui, il m'a dit, écoutez, moi je suis d'accord, mais vous savez, comprenez qu'on ne peut pas faire tout avaler à une opinion tout d'un coup. Il faut y aller petit à petit, sinon ça va coincer, ils n'accepteront rien. Alors, finalement, le DPI a été inscrit dans la loi de 1994, mais ça explique que l'évolution, toutes les lois d'évolution sur l'assistance médicale à la procréation, toutes les lois sur la filiation, les modifications que ça engendre, c'était inscrit en filigrane dans la première fécondation in vitro. Dès que Louise Brown est née en 1978 à Londres, on savait tout ce qui allait se passer. Seulement, on ne pouvait pas, on savait bien aussi qu'il fallait du temps pour que les choses se décident. Et le temps, il est que, d'une part, il y a la médecine, il y a l'éthique, il y a les spéculations, et d'autre part, ce n'est pas les comités d'éthique qui font les lois. Les comités d'éthique, ils sont entre le conseil et l'ordre, mais n'ont qu'un pouvoir. Les pouvoirs, c'est les électeurs et les électrices. Ils élisent les députés font les lois. Et tant que les députés ne sont pas convaincus que les électeurs vont accepter les lois qu'ils vont faire, ils ne les voteront pas. Donc il faut une évolution progressive, une maturation de l'opinion pour arriver, comme on fait aujourd'hui, à ce que l'IMPMA pour toutes les femmes soit autorisé, et j'espère la congélation des ovocytes. Mais donc c'est une lente maturation et qui est le reflet de ce qu'a dit Michael, c'est-à-dire une exigence d'autonomie légitime des femmes par rapport à leur reproduction. C'est pas un terme que j'aime parce que ça fait un peu hara, mais c'est sur la capacité d'avoir des enfants. Et ça a commencé avec la contraception, ça a continué avec l'IVG, autonomie. Il n'y a même pas besoin d'avoir maintenant la clause de détresse. Ça a continué avec la ligature de trompe
qui était à des fins de contraception, qui était interdite, c'était un crime, c'était une mutilation, et ensuite c'est devenu autorisé à la demande des patientes, et puis on va aller vers l'autorisation de congélation des ovocytes et la PMA pour tous. Très bien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que l'eugénisme, c'est autre chose. Il y a une situation légale qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a donné tort en quelque sorte, mais ça ne fait rien. Je rappelle quand même, c'est ce qu'on a appelé les enfants double chance. Enfant double chance, c'est un peu compliqué, mais j'explique. Voilà un enfant qui est né, qui a 4-5 ans, et qui a une maladie, quelle qu'elle soit, mais disons une maladie sanguine, qui va exiger une greffe de moelle osseuse, c'est-à-dire moelle sanguine. Il faut trouver un donneur compatible, le plus compatible possible. Et quoi de plus compatible qu'un enfant frère? Donc, l'idée a été, et encore une fois, l'idée, moi j'y ai, en tant que démarche médicale, c'est Eliane Gluckman qui avait fait ça, et c'est absolument super, enfin, vénération absolue pour ce qui s'est passé. N'empêche que, on va déjà faire un enfant pour quelque chose. Moi, ça me gênait. Je suis resté assez attaché à Emmanuel Kant. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu que ceux qui ont démoli Emmanuel Kant après, c'est-à-dire que ce soit Marx, que ce soit Nietzsche, que ce soit Kierkegaard, que ce soit Heidegger, ils ont tous ou épousé ou influencé les politiques raciales. Donc je les aime pas trop. Donc je suis resté au fait que, au fond, l'enfant, l'homme est une fin en soi. Bon, néanmoins, ça c'était un point. L'autre point, c'est que pour arriver à avoir des embryons, donc des enfants fabriqués in vitro, et avoir des embryons plus compatibles possibles, on faisait fécondation, tri d'embryons, et on triait les caractères de compatibilité HLA. Or, les caractères de compatibilité HLA, c'est des caractères génétiques normaux. Et c'est la première fois qu'en France, on faisait un tri à partir de caractères génétiques normaux. Alors, d'un côté, il y avait ça qui, moi, qui me gênait beaucoup, et ce que j'ai dit au comité d'éthique, d'ailleurs, sachant que je ne serais pas entendu à l'époque, et puis il y avait la démarche médicale qui était effectivement extrêmement vertueuse de sauver ces enfants. Il se trouve d'ailleurs tout à fait par hasard que la technique a été abandonnée parce qu'elle ne marchait pas très bien, mais n'empêche que l'idée était là. Et je voudrais terminer par un point qui est celui de la sélection du sexe des enfants. Michel l'a évoqué, mais je voudrais y revenir. Parce que on sait aujourd'hui, par beaucoup de façons, faire connaître le sexe de l'enfant, de l'embryon, très tôt. Et on sait donc choisir le sexe de l'enfant, fille ou garçon. Ça, c'est... Alors, encore une fois, je vais pas revenir sur les différentes méthodes. On sait, par exemple, maintenant, on peut faire une prise de sang, un diagnostic prénatal non invasif, une prise de sang à la mère. Dans le sang de la mère circule du DNA fœtal, il y en a toujours, et on peut chercher si c'est X ou Y. On cherche si c'est Y, si c'est pas Y, c'est que c'est X, donc c'est une fille. Aux erreurs techniques près. Donc, on peut le faire, on sait le faire. Mais, donc, et ça, aux États-Unis, c'est dans toutes les... Il y a des sex selection clinics où on peut choisir le sexe de son enfant. On paye et on choisit le sexe de l'enfant. Mais, ça s'est passé comment? C'est passé que, en début des années 90, il y a un prix Nobel, un économiste qui s'appelle Amartya Sen, qui a constaté qu'il manque 100 millions de filles dans le monde. 92, 13, 14. Maintenant, ça coûte que 200 millions. Il y a 200 millions de filles qui manquent dans le monde. Pourquoi? Parce que dans les pays où les filles ne sont pas les bienvenues, on procède à un avortement dès que le sexe est connu. Ça, c'est en Chine, c'est en Inde. C'est en Chine parce que c'est à l'époque, maintenant c'est un peu moins, parce qu'il y avait à l'époque la politique de l'enfant unique et un pays rural, et il fallait donc que l'exploitation soit transmise à un garçon. Et donc, des types passaient avec des échographes, des appareils ambulants, faisaient l'échographie à 3 mois de grossesse, si c'était une fille, immédiatement, salle d'avortement et interruption de grossesse. Et il manque chaque année encore 1 200 000, 1 300 000 filles en Chine. En Inde, c'est différent, enfin, la technique est la même, mais les motivations sont différentes. Il faut une dot pour les filles. Et une dot, c'est cher. Donc quand il y a une fille, 2 filles, 3 filles, on ne peut pas. Et donc il y a interruption de grossesse, échographie, interruption de grossesse. Et donc il manque probablement 200 millions de filles dans le monde, et ça a été qualifié de gynocide.
Gynocide, GY-génocide. Parce que l'homme pratique avait quand même, bien qu'elle soit elle est interdite, elle est anticonstitutionnelle en Inde, elle est interdite en pratique en Chine, mais ça continue. Donc il y a là, à mon avis, une dérive eugéniste ou eugénique. Est-ce qu'elle est vraiment médicale? Je ne crois pas. Elle est pas. Elle est à la limite de ce qui pourrait constituer une espèce de zone grise et de dérive possible de la médecine vers des pratiques qui sont plutôt, à mon sens, condamnables. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais juste ajouter, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que Jacques Méliès a été pendant 10 ans au conseil de l'ordre de la visite des médecins de Paris, donc vous avez compris, je vous en prie. Bon, deux questions tout à fait distinctes. Une qui n'a pas de rapport direct avec l'eugénisme, mais j'ai lu que la fertilité masculine était en chute libre. Est-ce que vous partagez cette vision et pourquoi cette chute? Une qui est un rapport plus direct avec notre sujet. Pour la PMA, vous avez dit, bon, les couples d'asiatiques ou de personnes noires attendent plus souvent. Bon, on peut comprendre qu'il y a une sélection en fonction de ça. Si un couple d'Européens se retrouve avec un enfant noir au type asiatique, ça peut être très compliqué, et effectivement. Mais si un couple d'Européens à la peau très claire dit « moi je veux que notre enfant me ressemble et donc je veux un enfant à la peau claire », qu'est-ce que vous faites? Alors, pour répondre à la première question c'est effectivement, on s'est aperçu sur des études sur le spermogramme que globalement il y avait une baisse de 30% de la qualité du sperme, tout compris, c'est-à-dire la mobilité, la concentration, tous les facteurs qui peuvent être regardés sur l'analyse de sperme. Donc baisse de 30% en moyenne par rapport à il y a 30 ans. Est-ce que pour autant ça a un impact sur la fertilité? Aujourd'hui, non. Pour l'instant, pas. C'est-à-dire que les hommes, on ne peut pas dire qu'ils soient aujourd'hui stricto sensu moins fertiles qu'ils n'étaient. La fertilité, forcément, c'est quelque chose qui se fait à deux. Et s'il y a un facteur qui a fait baisser un peu la natalité, c'est les évolutions sociétales, et notamment le fait que les femmes fassent des enfants plus tard. Parce que ça joue beaucoup plus que le sperme à proprement parler. Et donc, d'ailleurs, déjà en 2010, les normes du spermogramme ont été revisitées, avec une baisse globalement qui a été tolérée pour considérer ce qui était un spermogramme normal. Donc pour le moment, il n'y a pas d'impact. Alors effectivement, peut-être qu'à terme, il va y en avoir si ça continue à baisser, parce qu'on a un certain nombre de facteurs connus qui font baisser, notamment les conditions environnementales. Ça va loin, hein. C'est pas uniquement l'exposition personnelle, ça démarre déjà dès l'exposition in utero. C'est-à-dire que l'environnement à laquelle est soumise une femme qui est enceinte d'un petit garçon va pouvoir impacter directement sur la fertilité de son futur enfant. Donc en fait, tout notre environnement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont mis à changer les biberons, les choses comme ça, en se disant qu'il pouvait y avoir des choses qui allaient impacter sur la future fertilité de ces enfants. Mais il y a plein de choses dans la qualité de vie, les gens mangent moins bien, les gens mangent trop, les gens travaillent, sont assis toute la journée, les hommes sur leurs testicules. S'ils ont les testicules en bas, c'est pour qu'ils soient à 34 degrés et pas à 37 degrés s'ils étaient à l'intérieur. Donc on comprend aisément que les gens qui sont assis dessus toute la journée les fassent chauffer un petit peu plus vite et un peu de manière chronique que s'ils étaient plus des hommes debout avec à marcher et à faire plus ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'avant on n'était pas sur un ordi du matin au soir ou assis à un bureau. Mais bon, pour l'instant, pas énormément de conséquences en termes de fertilité. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, c'est toutes les problématiques du don. C'est assez compliqué parce que aujourd'hui, il a semblé naturel pour les médecins de se dire qu'un couple qui venait en mode couple hétérosexuel infertile qui avait besoin d'un tiers donneur, il a semblé logique, ça l'est sans doute, mais ça peut poser question, de l'apparier en fonction des critères physiques
de la personne qui aurait besoin de ce don. En d'autres termes, une femme a besoin d'un don d'ovule, elle est brune avec la peau claire, on va lui dire, madame, on va vous apparier, il va falloir vous trouver une donneuse brune avec la peau claire, et même avec proche de votre poids et votre taille, y compris même votre groupe sanguin, si jamais vous ne vouliez pas dire à cet enfant quelle est son origine et qu'il ne puisse pas le découvrir à l'occasion d'un groupe sanguin, ce qui soit discordant par rapport à ces deux parents d'intention. Mais alors on a des demandes qui vont pas forcément dans ce sens, elles sont extrêmement rares, elles viennent des minorités à qui on dit bah voilà, un couple caucasien c'est 2-3 ans, un couple d'Africains c'est 5 ans parce qu'on n'a pas de donneur pour plein de raisons, parce que dans la communauté africaine, les gens sont forcément un petit peu plus défavorisés, ils ont moins accès à l'information que ça existe, c'est uniquement de la transmission de voilà, j'ai une connaissance qui a ça, donc ça m'a sensibilisé à, ou cette personne infertile m'a sensibilisé à. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, pour essayer de pallier à ce déficit, en France, on n'a pas envie de dédommager les donneurs. Okay, principe louable, très bien. Mais aujourd'hui, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, si vous voulez avancer sur la liste d'attente, amenez-moi des donneurs. Ils ne donneront pas pour vous parce que ça doit être anonyme, donc vous ne pouvez pas connaître le donneur, mais ils vont donner pour la banque, et comme vous nous en amenez beaucoup, eh bien, vous en amenez 1 ou 2, et plus vous nous en amenez, plus vous avancez sur la liste d'attente. Qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas y avoir des arrangements entre eux et qu'ils ne vont pas être dédommagés ou payés, carrément? Bien sûr qu'il y en a. Et ça, c'est le système aujourd'hui médical et politique, finalement, qui accepte que lui, il ferme les yeux, nous, officiellement, on ne le sait pas, par contre, ils s'arrangent comme ils veulent, il faut se démerder pour nous trouver des donneurs, et comme on ne peut pas les payer et que les campagnes aujourd'hui du don ne sont pas efficientes, eh bien, on les laisse se débrouiller autrement, mais à eux de se débrouiller. Sinon, c'est 3 ans, ou sinon, c'est 5 ans, si on est noir ou si on est asiatique. Alors, un couple qui demanderait, qui nous dirait, moi ça m'est arrivé avec un couple d'Africains qui me dit, mais moi je veux un enfant, je m'en fous qu'il soit blanc, noir, rouge, c'est pas le problème, je veux un enfant. Et bien sûr, et quand on leur dit à ces couples noirs, et on va essayer de vous trouver une donneuse noire, ils me disent, mais vous vous foutez de moi, il y a 900 pigmentations différentes chez les Africains. Et en fonction de si je suis africain d'Éthiopie ou si je suis africain du Togo ou de je ne sais où, on n'est pas pareil. Donc qu'est-ce que vous avez emmerdé, entre guillemets, avec on veut qu'il vous ressemble? C'est délirant, mais c'est le système médical qui a induit ça, parce que quelque part, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils s'étaient gênés, et est-ce qu'on se dit qu'il faut absolument que ça ressemble? Mais ça pose toute la question de la ressemblance. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont des enfants, vous en avez sans doute dans l'assistance, et sûrement des enfants qui ne vous ressemblent pas forcément beaucoup, ou même des frères et sœurs qui ne se ressemblent pas, et pourtant ils sont frères et sœurs. Donc on met dans les histoires de ressemblance, des fois, des choses qui sont dans de la fantasmatique. Alors bien sûr qu'il y a des enfants qui ressemblent à leurs parents, des frères et sœurs qui se ressemblent beaucoup, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Et en fait, c'est tout ce qu'on attache et tout ce qu'on met dans cette génétique qui est un peu du fantasme des fois, où on a l'impression que finalement, ce que les gens veulent quand même, c'est des enfants. Et ils veulent... Ok, ils ont dans la génétique, il n'y a pas forcément toute l'histoire familiale. L'histoire familiale, elle se transmet par l'éducation. Elle ne se transmet pas que par cette petite molécule d'ADN. Et du reste, dans le don d'ovocytes, la femme va porter la grossesse. Donc elle va moduler en plus la génétique qui a été transmise, y compris celle de la donneuse. Donc elle va moduler la génétique de l'embryon. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le système du don, mais dans le monde entier, hein, il est basé sur il faut trouver une ressemblance. C'est comme ça. C'est sûrement débile, comme vous dites, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé de meilleurs moyens, et je pense que quelqu'un qui dirait, un couple de noirs aujourd'hui va pas pouvoir avoir accès à un ovocyte ou à un sperme de blanc, parce que c'est comme ça. C'est pas interdit officiellement. C'est pas interdit officiellement, mais les gens qui dirigent
les SECOS, qui sont les centres d'études de conservation des œufs et du sperme, qui ont la main mise sur le don, aujourd'hui, ils vont vous dire, en fait, c'est 5 ans. Ils vont pas dire, un couple de noirs, ça pourrait être 3 ans si vous acceptez du sperme ou d'un ovule de blanc. C'est-à-dire que discrétionnairement, ils vont refuser. Ça va être comme ça. Dans la pratique, c'est comme ça. C'est pas anonyme dans ces requêtes. Si, et donc, si. du coup, traçage génétique, c'est-à-dire qu'on soit blanc ou noir. Ouais. Oui, mais Pas connaître ça. non, les patients ne peuvent pas connaître. Mais les médecins sont informés de ce qu'ils ont. C'est-à-dire que pour être donneur, déjà, il faut être screené. Il y a énormément de gens qui sont écartés des process de don, de don, parce qu'on estime qu'il y a un risque trop important de transmission. Donc on va colliger énormément d'informations, y compris bien sûr la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Dans un article qui était paru au début des années 2000, Didier Sicard allait dans le même sens que Méliès, et il disait en fait que l'eugénisme était absolument la chose la mieux pratiquée par la médecine qui soit. Et il prenait un exemple, il disait au fond, à partir du moment où on accepte, c'était juste avant l'acceptation du diagnostic préimplantatoire, à partir du moment où on accepte le diagnostic préimplantatoire, on ne prend pas en compte le fait que gène il y a éventuellement susceptible de donner la maladie. Mais ensuite, il y a tout l'épigénétique dont vous venez de parler, qui fait qu'on n'est pas sûr que le gène donnera la maladie. Et j'avais trouvé l'argument de Sicard extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Sicard disait, dans certains cas, le gène est donné, c'est une possibilité d'avoir la maladie. Mais à partir du moment où on supprime cette possibilité, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'eugénisme. Il charrie là, parce qu'on est quand même assez sûr que quand le gène est malade, il sera transmis à l'enfant. C'est une chance qu'il ne le soit pas, mais il y a quand même beaucoup plus de chances de risque qu'il le soit. C'est pas seulement transmis, c'est le gène donne-t-il effectivement la maladie. Oui. Il est transmis, mais il y a des gens qui portent le gène et qui pour autant restent sains. Mais c'est pour ça qu'on a pris, en tout cas le législateur a pris le parti de prendre des maladies d'une gravité extrême. Parce que, quoi qu'il en soit, ça va être très grave. Même si c'est une transmission avec des modulations génétiques qui vont faire que cette maladie va peut-être être un peu moins grave, elle va être quand même globalement cata. Donc on ne l'a pas fait pour des maladies qui sont plus complexes ou qui sont beaucoup plus border. Nous, on commence à avoir de plus en plus de demandes de patientes qui viennent avec ce qu'on appelle les mutations des gènes BRCA. Les gènes BRCA, c'est les mutations c'est des femmes qui sont susceptibles de transmettre donc cette anomalie à leur enfant et d'avoir, si elles sont porteuses, des cancers du sein ou des cancers des ovaires. Et des cancers qui sont transmis, du coup, en général, les cancers du sujet jeune et volontiers assez graves. Et celles, y compris celles qui ne sont pas, qui sont porteuses du gène, dont on sait qu'elles n'auront pas 100% de risque d'avoir la maladie, mais quand même une forte probabilité de l'avoir, ces patientes-là vivent avec l'épée de Damoclès de se dire « je vais avoir un cancer, quand est-ce qu'il va me tomber dessus ?» Aujourd'hui, on considère que ce n'est pas suffisamment grave, alors qu'il faut voir l'état dans lequel sont ces femmes. C'est quand même super lourd de se dire déjà, voilà, à partir de 18 ans, j'ai été informé, je sais que, ou je suis en droit de savoir, à tout moment, ça peut me tomber dessus. Avec le cancer du sein. Alors, on ne va pas l'éviter, mais par contre, on a des possibilités, avec justement, si on fait ces diagnostics préimplantatoires, de ne pas replacer d'embryons porteurs. La femme a un risque sur 2 de transmettre. Donc si on décide de replacer des embryons qui ne sont pas porteurs, on pourrait avoir accès à éviter cette transmission des gènes BRCA. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est que ce n'est pas d'une gravité considérée comme suffisante et qu'on n'est pas certain que ça transmette systématiquement la maladie. Donc c'est un peu ce que vous disiez finalement. Donc ça aujourd'hui, c'est exclu du DPI par exemple. Et pourtant, le cancer du sein étant tellement fréquent, 10% de ces cancers sont génétiques chez les sujets jeunes, et pour autant, on ne peut pas leur proposer ça encore. Ça va sans doute pas durer, je suppose, mais pour l'instant, c'est un fait. J'espère, c'est pas un argument. Parce que ce que vous dites du DPI, c'est vrai, mais ça existait déjà pour la myosynthèse. Pour les indications médicales de grossesse, c'était déjà le cas. On n'est jamais sûr qu'un gène qu'on identifie, quel qu'il soit, BRCA ou un autre, puisse donner la maladie. Et même, je vais vous dire que l'essentiel de la difficulté, c'est de décider sur des facteurs de risque, et pas sur des certitudes. L'essentiel des interruptions de grossesse, ou du DPI, se juge sur des facteurs de risque. Et
l'exemple le plus typique que je connais, c'est celui d'une anomalie qu'on appelle l'agénésie du corps calleux. Le corps calleux, c'est une structure à la base du cerveau, et l'agénésie du corps calleux comporte un risque de 20% d'arriération mentale. Et on dit aux parents, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous voyez le risque de 20% ou la chance de 80%? Et c'est sur ces facteurs de risque qu'ils prennent des décisions. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de liste précise de maladies qui donne droit, entre guillemets, à l'interruption de grossesse. C'est seulement la façon dont les parents peuvent accepter le risque ou pas. C'est ça qui décide. Mais il n'y a aucune maladie pour dire c'est obligatoire de faire. C'est les parents qui décident en fonction de ce qu'ils perçoivent comme risque. Mais c'est toujours un calcul de risque. Toujours. On n'a aucune preuve. Les seules preuves, c'est faux. Il y a des preuves quand on a des grandes malformations cérébrales, on a des IRM avec des délabrements cérébraux anténatales, on sait que là, il n'y a aucune chance. Mais quelle est la chance pour qu'une mucoviscidose soit particulièrement sévère, etc. On ne sait pas. Sur les 20-80, Jacques, nous on a l'expérience, c'est-à-dire que jusqu'en 1994, on n'avait pas de traitement préventif de la transmission materno-fœtale dans le sida. Oui, et le risque spontané, c'était 22 à 25%. Ouais, avant la ZT. Avant la ZT, c'est 94. Ouais. Donc on a, franchement, on a quasiment obligé les femmes à faire des IVG. Oui, mais je veux dire que là, on leur a pas laissé le choix. Là, j'ai gueulé. Hein. Là, je peux te dire que j'ai gueulé. Parce que quand j'entendais dire il n'y a pas le choix parce qu'il y a un risque d'HIV, je dis ça, c'est interdit dans mon service. C'est les femmes qui décident. Ils sont informés. Et j'ai jamais accepté qu'on impose une interruption de grossesse pour un risque HIV, sauf si la femme le souhaitait. Jamais. C'était cool. Ça dépend comment on leur expliquait. Quand on leur expliquait le... Ah bah, on a toujours de comment tu l'expliques. C'est ça le problème. C'est que non, mais c'est ça. Finalement, tu peux faire beaucoup de choses aux gens en fonction de l'information que tu donnes. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'un impôt. Je me posais une question par rapport aux pathologies graves comme le sida. Est-ce qu'il existe des PMA qui permettent de ne pas transmettre le gène? C'est pas un gène, mais pas directement, mais en tout cas sur ce virus-là, il y a des circuits spécifiques qui s'appellent les circuits à risque viraux, où on va avoir dans les labos qui le pratiquent, aujourd'hui il y en a trois sur Paris, qui font de la PMA, où ils ont un deuxième labo spécifique dédié au risque viral, où ils vont pour éviter les risques de transmission, parce qu'on manipule des fluides biologiques. Donc si on met, il y a un risque toujours de transmission potentielle si on traitait tous les gens dans le même environnement. Donc il y a des tests sanitaires déjà qui sont obligatoires, systématiques quand on doit faire de la PMA. Et quand quelqu'un est porteur d'une hépatite B, C, de la syphilis ou éventuellement du sida, on est sur des circuits dédiés où on va faire la même PMA dans des conditions de laboratoire différentes pour éviter où on va avoir des nettoyages spécifiques de tous les fluides biologiques pour éviter le risque de transmission. Donc oui, ça se fait. Ça représente pas énormément de cas, heureusement, mais le plus gros centre qu'en fait, les deux gros centres, c'est Cochin et Bichat aujourd'hui, parce qu'il y a une population géographique qui fait qu'il y a beaucoup d'attentes dans ce coin-là. Mais oui, ça se fait. Une question. La PMA, avec accordé aux femmes lesbiennes ou célibataires, comment on peut pallier au manque de donneurs de sperme? On ne va pas le pallier, puisqu'il va sans doute faire que ça croît. Il y aurait une pénurie. Il y a déjà une pénurie, puisque je vous ai dit c'est 18 mois à peu près, entre 12 et 18 en fonction des centres d'attente. Oui, ça va déverser une population supplémentaire, mais peut-être que va même être discuté la levée de l'anonymat des donneurs, dont certains disent que ça va tuer le don, puisqu'il y en aura même encore moins. Aujourd'hui, on ne sait pas, parce que peut-être que certains donneront aussi plus volontiers si c'est pas anonyme. Mais oui, ça va augmenter. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur nos politiques de dons.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu les campagnes de dons de gamètes de l'ABM, de l'Agence de la biomédecine. Vous avez déjà entendu parler des campagnes de dons d'ovocytes et de dons de sperme? Qui ici parmi vous en a entendu parler? En personne. Bah, vous voyez. Donc la catastrophe, elle est là. C'est qu'ils sont persuadés qu'ils font un super travail. Donc c'est pas à ce rythme-là qu'on va avancer. Donc soit déjà on essaye d'être plus audible par rapport au fait que ça existe, pour que les gens soient un peu sensibilisés à ça, soit on décide carrément de réviser les choses. Alors on n'aime pas quand je dis ça, mais aujourd'hui peut-être que dédommager ou rétribuer, ou je ne sais pas quel terme il faut utiliser pour pas heurter les sensibilités, mais aujourd'hui les pays où ça marche, c'est ça. Puis il y a déjà des séquences qui achètent à l'étranger. D'accord. Des paillettes de sperme. Mais c'est pareil pour le sang d'ailleurs. Le sang, les groupes rares, on les achète à l'étranger. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Comment se fait la sélection des donneurs? Prenons quelqu'un qui, par exemple, a quelques défauts génétiques mineurs, chauve, myope, un peu bedonnant, il sera pris ou il n'a aucune chance d'être pris. Est-ce qu'il n'y a pas une sélection implicite? Il y en a déjà. Est-ce qu'il n'y a pas une sélection implicite rejoignant quelque peu le génisme pour arrêter les chauves? Pour arrêter les chauves myopes et bedonnants? Alors, il y a une sélection aussi qui est faite sur les donneurs où ils doivent être en âge de procréer. Alors c'est très variable. Bien sûr, après il y a un screening génétique qui est fait, enfin en tout cas un interrogatoire qui va être fait. Alors c'est sur la base du déclaratif, hein, bien sûr. Donc les gens racontent après ce qu'ils veulent ou ce qu'ils savent. C'est des gens qui ne savent pas en plus. Et fort de toutes ces informations, avec une analyse génétique qu'on appelle un karyotype, où on regarde très grosso modo le nombre de chromosomes, donc ça ne va pas très très loin. Et fort des données de l'interrogatoire, on va suspecter éventuellement qu'il puisse y avoir un risque de transmission de telle ou telle pathologie. Les donneurs, à la suite d'entretiens avec les psychologues, seront éligibles pour le don ou pas. Ce n'est pas des critères aujourd'hui suffisamment importants pour être récusés, qu'être perdre ses cheveux, être un peu bedonnant et myope. Vous avez raison, mais en même temps, ça donne l'impression d'un flou assez C'est très flou parce qu'il y a une liste, il y a un listing par les sécos qui a été établi de gens qui devaient être récusés, d'anomalies à rechercher pour récuser. Mais aujourd'hui, on est très peu ouvert. C'est vrai qu'au moindre petit truc, on a l'impression que les gens sont récusés. Donc ça aussi, peut-être qu'il faudrait être moins drastique dans la sélection. Alors ok, on va essayer d'avoir... Quelque part, c'est déjà un peu de l'eugénisme en quelque sorte. Alors pourquoi avoir accepté... Enfin c'est bon. Pourquoi avoir accepté la PMA pour les femmes seules ou lesbiennes? Alors elle ne l'est pas encore. Avant de elle ne l'est pas encore. Elles le veulent, elles le demandent. Mais parce qu'elle... Oui, tous les progrès médicaux, à un moment donné, tombent dans le domaine public. C'est un peu comme les progrès. Le public veut se les approprier. Autonomie ne veut pas dire indépendance. C'est-à-dire que les femmes ne se passeront pas de la médecine, elles ne sont pas passées pour la contraception, les IVG, les cathetons, et pour là, elles ne se passeront pas non plus de la médecine. Mais il y a un moment donné où l'autonomie, la volonté de l'autonomie est telle qu'elles imposent à leurs députés de voter la loi. La loi sera votée à cause de ça. Oui, donc c'est politique. Alors. Est-ce que oui, bien sûr que c'est politique. C'est politique. Oui. Est-ce que c'est la force de l'autonomie ou est-ce que c'est la force de la technique et innovation médicale? Parce que si je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, tout était joué il y a 40 ans. Il y a simplement à attendre que les populations s'habituent à la haute technicité médicale qui est la vôtre. Et moi, vous entendant, je suis avocat, je ne pense pas d'ailleurs que la loi règle tout, et je suis assez balancé entre les deux explications. Puisque alors c'est peut-être un problème générationnel, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais j'ai eu en face de moi quelqu'un qui balance toujours la technique et sa conscience. Je ne vais pas parler d'éthique, hein, et je dis pas et vous attendez la loi. C'est-à-dire que non, mais vous avez dit tout à l'heure, bien sûr ce sera dans le cadre d'une loi, mais en termes d'eugénisme et de frontières, vous la placez où? Parce que si on ne se tient qu'à l'évolution que la technique médicale va permettre, dans 40 ans, je ne sais pas où on sera.
Il suffira que les populations soient habituées. Donc, vous voyez, enfin bon. Et les médecins nazis étaient dans le cadre de la loi nazie. Absolument. Bon, ça, je ne suis pas allé jusque-là. Non, mais je l'ai pensé aussi. Voilà, non, mais, la discussion, vous comprenez simplement préciser que, en ce qui concerne les inséminations pour les couples, les inséminations artificielles sont bien antérieures à la PMA. C'est les sécoces, c'est 1970, c'est Georges David, c'est bien avant. Et c'est une technique ultra simple. Donc c'est pas la technique qui est en cause. Non, mais tout à l'heure, non, mais je ne parle pas de cela. Je parle de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, en disant, mais de toute façon, tout était déjà programmé il y a 40 ans. Donc la GPA est programmée. Enfin, elle est programmée. Oui, bien sûr, la GPA est programmée. Hein, elle passera. Oui, oui. Bon. Après, c'est une question de temps. Absolument. On est bien d'accord là-dessus. Mais alors, est-ce que je pose à vous, où est-ce que vous situez la frontière? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une frontière d'abord à fixer? Est-ce qu'il y a une frontière éthique? Parce que dans ce cas, autant ne plus parler d'eugénisme, autant laisser aller le progrès médical. Enfin, encore une fois, la limite, elle est là où les opinions, entre guillemets, veulent bien la mettre. Et actuellement, pour répondre à votre question, et pour répondre aussi à la question de la gestation pour autrui, effectivement, avec laquelle on a l'impression que l'opinion est favorable à la gestation pour autrui. Et d'ailleurs, à propos de la remboursement, de financement des dons de gamètes, ou des dons d'organes en général, c'est une formidable hypocrisie. Parce que la question va se poser à propos de la gestation pour autrui. Déjà, il y a une escroquerie qui consiste à dire, si on accepte la PMA pour tout le monde, pour toutes les femmes, on va accepter la GPA pour toutes les femmes. Mais ce qu'on demande, c'est pas la GPA pour toutes les femmes, c'est des indications médicales du GPA. Médicales. Quand une femme a un plaque d'utérus, est-ce qu'elle peut avoir, plutôt que d'aller à l'étranger, faire ça chez nous, dans de bonnes conditions? Ça, c'est une chose. Et forcément se posera à ce moment-là la question de la rétribution. Parce que, le modèle idéal, parfait, tout point de vue, c'est le modèle des Anglais. Ils font ça depuis 1983, la GPA. 83. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune dérive. Jamais de soucis financiers. Jamais. D'un point de vue légal, c'est impec. Au bout de 15 jours, on ne va voir même pas un avocat. On va voir un avoué, etc. Et ils font le changement d'état civil. Et ça marche très très bien. Et quand on dit qu'on ne veut pas de marchandisation du corps humain, d'accord, mais je ne pas sous du monde, les volontaires sains qui testent les médicaments, il y a 3 ans à Rennes, un mortel, avec 2 autres qui ont eu le cerveau foutu, ils se font payer pour ça. Ils sont payés. Alors ils sont payés des clopinettes. Oui, qu'on va chercher dans un pays... enfin... Non, mais je veux dire que la rétribution, la marchandisation du corps, elle est déjà là, en filigrane. Mais ça pose la question de la frontière. Oui, bien, on revient toujours à la même question. Est-ce que c'est parce que c'est déjà là qu'on doit aller... La frontière, elle est mobile, hein. Non, mais quand on prend l'exemple des femmes homosexuelles ou célibataires, en fait, c'est des pressions de groupe qui, à un moment, se sentent en droit dans un souci d'égalité, en l'occurrence. La technique, elle est là pour ces femmes-là. Tout le monde peut en profiter. Aujourd'hui, ça veut dire que le problème, c'est que ce qu'on cautionne, par exemple, en refusant, il faut savoir les histoires qu'il peut y avoir sur ces femmes qui achètent du sperme sur Internet, pas forcément dans les banques, mais où il y a en parallèle, avec Internet, un système du don complètement opaque, où il y a des mecs qui se disent donneurs, qui sont prêts à envoyer leur sperme. Il y a même une anecdote d'une femme qui a reçu du sperme qui était du sperme animal, en fait. Donc là, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, en fait. C'est ça. Non, mais ça, c'est le souci. Donc soit on accepte d'ouvrir pour éviter des dérives qui se font et qui se font à échelle plus ou moins importante. Après, tout le problème, et c'est pas forcément à moi j'ai mon opinion personnelle, tout le monde a son opinion personnelle sur jusqu'où il faut aller ouvrir. C'est ça le problème, c'est qu'après c'est très perso. Moi je suis partisan d'ouvrir très très large, mais il y en a qui ne peuvent pas entendre ce que moi je suis capable de dire, et je le respecte tout à fait. Mais après, on se doit aussi de voir, en fonction des évolutions sociétales, en fonction des progrès médicaux, en fonction des demandes qu'il peut y avoir, sur d'autres arguments. En l'occurrence, les femmes homosexuelles et célibataires, c'est aussi dans un souci d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, on leur a accepté le fait qu'elles pouvaient... C'était pas logique de leur refuser, puisqu'on leur dit elles peuvent adopter. Donc,
Donc en quelque sorte, ils sont dignes, entre guillemets, d'être parents. On les estime au regard de la loi d'être parents. Donc pourquoi est-ce qu'on les aiderait pas à être parents dans ce cas-là? C'est juste une suite logique. Mais tout va, on va ouvrir à chaque fois. L'évolution fait que, avec les avancées et médicales et les évolutions de la société, les choses ont avancé. Et après, à nous de remettre la barrière, ça a été au départ de ne pas mettre la PMA. Ça avait bien sûr que, de la même manière que, comme Jacques vous l'a dit tout à l'heure, dans la PMA, il y a plein de choses qui étaient déjà pensées dès le départ. On sait que les gens qui ont accepté que les femmes célibataires homosexuels puissent adopter ne savaient pas que l'étape d'après c'était la PMA. Bien sûr qu'ils savaient. Sauf qu'il faut faire passer au compte-gouttes pour que ça passe relativement facilement. Il y a 3 questions. Et peut-être que vous pourriez, parce qu'il y a peut-être qui vont se recouper, 3 questions, on peut peut-être les donner les 3, puis on va voir. Allez-y, commencez par vous, puis vous. Moi j'avais une question sur le lien entre les taux de natalité en France et l'évolution des lois éventuelles. Parce que jusqu'ici on avait des taux de natalité qui étaient quand même corrects par rapport aux autres pays d'Europe, qui justement, peut-être du fait de ces faibles taux de natalité, ont autorisé plus qu'on le fait en France. Est-ce que ça a pu jouer? Non, c'est pas le même problème. Non, alors moi c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une remarque. Je me permets de ne pas être tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu. Et je pense que, en ce sens, je suis pas convaincue que tout se vaille. Je pense au contraire que le législateur, dans ce sens-là, a tout son rôle et qu'il ne doit pas forcément répondre à la pression du nombre. Je ne suis pas autant pour la PMA, c'est un avis très personnel évidemment, mais voilà, je pense que c'est pas une loi liberticide, c'est pas une loi scélérate. C'est une loi effectivement, voilà, moi qui ne me choque pas. En revanche, pour la GPA, je suis extrêmement plus réservée. Et je suis pas convaincue, encore une fois, qu'il faille répondre forcément au nombre, même s'il y a une pression importante. Est-ce que c'est pas non plus le rôle justement du législateur de faire attention à ce genre de choses? Voilà. On va d'abord répondre à votre question, c'est quand même 2 questions très différentes. Votre rôle, c'est d'essayer de convaincre le législateur. Ouais. Non, mon rôle. Oui, non. On va répondre à la première question, qui est une question de pression démographique, pour savoir si l'évolution de la pensée sur la PMA, par exemple, peut dépendre du taux de natalité dans un pays donné. C'est intéressant. Et par exemple, est-ce que la Tchécoslovaquie, la République tchèque qui était plus en avance que la France, elle répond à une baisse de la natalité? Oui, ça rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que plus on va ouvrir, plus on va donner d'accès à la PMA à des gens qui seront susceptibles de faire évoluer la démographie. Donc oui, ça va rentrer en ligne de compte, mais après, la PMA, elle ne fait pas tout. C'est-à-dire que... Plutôt dans l'acceptation des gens de ces méthodes, parce qu'on se heurte à une vraie baisse de la natalité, et non pas une espèce de vision c'est du confort pour eux. Ce n'est pas nécessaire à la société. Pour qui? Pour les gens, vous dites? Oui, pour qui c'est du confort? des gens que les gens dans la société considèrent qu'il s'agit d'une mesure de confort. D'avoir un enfant? D'avoir des enfants? Individus en propre, et non pas d'un bien-être pour la société. Il y en a qui pensent comme ça. Maintenant, l'OMS a défini ça comme une vraie maladie. Donc on ne peut pas considérer qu'avoir un enfant, c'est du confort, même si, effectivement, c'est pas vital, enfin, vital entre guillemets. Mais c'est passer de l'individu au groupe, en fait. Oui, mais collectivement, le problème aussi là-dedans, c'est que la collectivité, elle paye pour tout ça en France. C'est là le biais qu'on a, nous. C'est-à-dire que nous, vous, moi, on paye pour que les gens puissent avoir de la PMA qui est prise en charge, complètement. C'est un des rares pays où tout est couvert. C'est discutable, on peut très bien le discuter. Aujourd'hui, on fait de la PMA, 43 ans, 3% de chance d'avoir un enfant à la fin. Et pourtant, ils vont nous dire, j'ai droit à 4 tentatives remboursées. Okay. Alors que quand on a 25 ans et qu'on a un problème d'infertilité masculine ou un problème de trompe, on a 60% de chance que ça marche. Donc là, ça a plus de sens que ce soit remboursé, on pourrait très bien dire ça. Et aujourd'hui, pour un motif d'égalité, sans doute de simplicité, on a dit tout le monde a droit à 4 tentatives, quel que soit le pronostic finalement de la PMA.
Mais ça rentre en ligne de compte dans toutes les décisions. C'est-à-dire que si les gens payaient pour leur PMA, on ne verrait pas les choses de la même manière. Donc là, bien sûr que le regard de la population, il va être important. C'est-à-dire que quand vont être décidés, parce que la loi, elle va passer pour les femmes homosexuelles et les femmes célibataires. Maintenant, entre le moment où elle va passer et le moment où ça va s'appliquer, il va y avoir un délai. Parce que toutes les questions sur pénurie, sur qui finance, sur comment on fait, ça, pour l'instant, c'est pas demain. Dernière fois, quand on a eu une loi sur la congélation d'ovocytes, entre le vote et la mise en application réelle, 3 ans il s'est passé. Donc, combien de temps il va falloir, le temps que toutes les questions soient réglées? Oui, ils vont le faire passer, mais ça ne veut pas dire que demain c'est ouvert et c'est facile et c'est simple, pas du tout. Donc il y a un impact sur la population, enfin à tous les niveaux, quoi. Je vais répondre peut-être en 2 mots à la GPA très, très vite, parce que c'est très compliqué, mais moi j'étais comme vous au début, j'étais contre. La GPA accoucheur, ça me révulsait, je ne pouvais pas comprendre. Et puis c'était à l'époque de Giller et des premières GPA dans le début des années 90. Puis ensuite, dans la pratique, j'ai vu de plus en plus de femmes qui n'avaient pas ou qui n'avaient plus d'utérus et qui n'avaient pas d'autre choix que la GPA. Et donc qui, avec un besoin absolument irrépressible de grossesse, moi j'ai connu des femmes qui rien ne permettait de prévoir qu'elles iraient en Inde faire une GPA. Et elles vont en Inde et elles reviennent, et je reçois moi 2 ans après une hystérectomie d'hémostase, une de mes patientes qui me dit voilà, il y a un petit nouveau-né, c'est forcément une GPA. Ça veut dire que rien ne peut les arrêter, et plutôt que d'aller dans des conditions sanitaires douteuses, à l'étranger et à grands frais, pourquoi je ne ferais pas ça chez nous? J'ai vu ces femmes-là, et j'ai vu des couples qui n'avaient même pas les moyens d'aller à l'étranger, qui n'avaient pas d'utérus. Des couples adorables qui voulaient, mais pas les moyens financiers. Et je trouve que là, il y a une discrimination par l'argent qui me gêne beaucoup. Et pour juste répondre à une question pratique, je fais beaucoup d'expertise médico-légale, y compris pour des femmes qui ont eu une hystérectomie d'hémostase, donc on leur a retiré l'utérus pour leur sauver la vie. Et elles demandent si c'est bien nécessaire, si c'est légitime, etc. Bon. Et il y a un moment donné, vous savez, on doit évaluer les préjudices d'établissement. Et normalement, on disait, préjudice d'établissement, oui, il y a plus de possibilité de grossesse, mais maintenant, je dis 2 choses. Je dis, 1, ces femmes qui n'ont plus d'utérus, elles auront la possibilité d'avoir une greffe utérine, parce que c'est quelque chose qui se fait et qui se fera. Mais c'est un parcours considérablement difficile, c'est très très lourd. Et deuxièmement, par malignité à l'égard des magistrats, j'ai dit, vous savez, c'est illégal en France, mais on peut faire une gestation pour retrouver à l'étranger. Et je les mets, et les magistrats, paf, comme ça. Et parce que c'est ma conviction, c'est que je crois qu'il y a des couples à qui on ne devrait pas refuser. Et j'ai beaucoup travaillé en Angleterre, et je sais très bien comment ça se passe là-bas, et vraiment, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. On est les gardiens d'une espèce d'éthique un peu archaïque. Il faut juste souligner, par rapport à votre question aussi, si vous avez parlé de pression du nombre, en l'occurrence, là, les exemples que Jacques Milliez, c'est des cas extrêmement peu nombreux en France. Chaque année, je vous remets. Combien il y a de femmes sans utérus qui veulent des enfants, combien il y en a? Non, mais c'est plusieurs centaines, c'est pas des masses. Ça se pose de façon... En Angleterre, il y a, je crois, à peu près 150 par an. 150 tous les ans. Des tout petits nombres. C'est des tout petits nombres, mais on fait des techniques pour des petits nombres encore plus petits que ça. Hein. Par rapport à ça, ce qui peut-être me choque un peu dans cette histoire de GPA, c'est la violence. Pour être mère moi-même, c'est la violence finalement que je trouve pour une femme qui porte un enfant, finalement, de devoir l'abandonner. Voilà, c'est ça. On sait tout le lien qui se crée. Alors là, les génétiques, vous avez extrêmement raison, mais personne n'est forcé d'être mère porteuse. Personne. C'est un problème de personnalisation. Si, l'argent. L'argent dans un milieu défavorisé. C'est encore des arguments qui ne conviennent pas. C'est vrai ailleurs, mais en Angleterre, les femmes ne peuvent pas faire comprendre qu'elles ont droit à un compte. Mais il ne s'agit pas de faire forcer, c'est quelquefois une question de survie. Non, mais ça reste très compliqué la GPA. D'ailleurs, du reste, à chaque fois que j'ai été auditionné dans toutes les diverses commissions par rapport aux révisions de loi, on disait la GPA, on n'en parle même pas, c'est pas pour là. De toute façon, Macron s'était positionné d'emblée contre.
Donc ça, c'est même pas dans les questions et ça va même pas être. Ça fait objet d'une ligne, c'est même pas discuté en ce moment. Ce sera sûrement ultérieurement. Mais je crois que la technique allait vers des utérus artificiels et que bientôt on pourrait faire. Non, ça c'est la science-fiction, ça. C'est vrai. Atlan ne dit pas ça. Hein. Grève d'utérus, oui. Henri Atlan ne dit pas ça. Non, merci. Oui, c'est l'utérus artificiel. C'est un bocal. Non, ça dit ça. Grève d'utérus, oui. Grève d'utérus, oui, mais pas l'utérus. Henri Atlan, c'est un médecin biologiste. Et il a fait un livre sur l'utérus artificiel et il dit si on voulait le faire, bien sûr, si on voulait le faire, on pouvait le faire. C'est ce que dit Henri Atlan dans son livre. C'est Henri Atlan, mais personne n'a réussi à le faire, de même que personne n'a réussi à cloner un embryon. Henri, il dit autre chose. Il dit personne n'a considéré que les conditions politiques étaient réunies pour qu'on fasse un utérus artificiel. Et il dit que c'est pas si difficile. Vous croyez que ça gêne les Chinois de faire les trucs? S'il y avait des utérus artificiels qui pouvaient vendre, ils le feraient. Ils ne se gênent pas pour faire des éditions des embryons humains. Personne ne peut les contrôler. Vous croyez que l'ONU va les contrôler comme ils contrôlent les armements nucléaires? Déjà, ils n'y arrivent pas pour l'arme nucléaire. Comment ils feraient pour les génomes? C'est pas possible. S'il y avait un intérêt à le faire, les gens le feraient. C'est en Chine en particulier, ou en Inde. Je comprends pas bien qu'il y ait des problèmes quand bien même il y aurait la dérive où les gens se feraient payer pour, juste parce qu'ils sont pauvres pour porter des enfants, c'est quoi? J'arrive pas à voir le problème. Vous allez voir en Angleterre comment ça se passe, ça fait 30 ans, 40 ans, il y a des générations d'enfants qui sont nés, qui ne sont pas psychotiques. L'abandonner simplement à la fin de la c'est la marchandisation du corps. C'est dur pour la femme qui porte. C'est extrêmement violent. C'est seulement pendant 9 mois. Elle choisit, non, elle choisit pour des raisons financières. Ouais, c'est violent, mais après, je pense que quand on sait qu'on le fait, moi je suis plutôt contre la GPA. Mais quand la mère sait qu'elle va, la femme sait qu'elle va porter, elle se met juste portée, elle se met sans doute dans d'autres dispositions psychologiques. Si, forcément. Alors, bien sûr qu'elle elle va le vivre différemment. Je dis pas qu'il n'y a pas de modification et que ça va pas impacter et que ce sera quand même peut-être un déchirement à un moment. Bien sûr, ça le sera. Mais après, si les choses sont déjà discutées et entendues, on n'est pas dans le même type de grossesse. On ne peut pas comparer parce que c'est pas comparable. Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est pas mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas la même chose que la grossesse que vous avez pu vivre avec vos enfants. On ne peut pas la comparer. Même si physiquement, oui, il y aura les mêmes modifications. On peut savoir pourquoi vous êtes contre? Non, je suis globalement, et je pense que globalement, tout le monde dans la globalité est contre, ça pose pas, ça n'enchante personne ce truc-là. C'est aujourd'hui une alternative parce qu'on n'a pas la grève d'utérus. Voilà, ce serait beaucoup plus simple. Le jour où la grève d'utérus arrive, il n'y a plus de GPA, on sera tous ravis. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je crois pas. Non, mais on va discuter de ça. Non, mais c'est trop compliqué. C'est extrêmement compliqué, mais après. Aujourd'hui, celle qui paraît le plus logique, elle n'est pas forcément bien, elle a des inconvénients aussi. Très compliqué. C'est celle peut-être où quelqu'un amène une personne de son entourage qu'il connaît, mais ça va encore biaiser, parce qu'il n'y a pas de relation d'argent en théorie, mais il y a une relation de qui est vraiment la mère dans cette histoire, s'il y a un lien. Donc tout est très compliqué en GPA, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très peu discuté. Donc ça reste... Et c'est le problème de la GPA, c'est toujours le sujet qui finit où la majorité des questions c'est sur la GPA, alors qu'on est. Non mais alors que la problématique pour l'instant elle est pas là. Pour le coup d'après. Même si ce sera. On aura le temps arrêtez avec le coup d'après. Il y a une grande puissance, vous savez bien. Il y a une question là. Il y a une question. Est-ce que tout ça c'est pas finalement une question de verrou à lever? Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends la discussion qui est animée autour de la GPA, la PMA. Alors, madame dit la GPA, c'est violent, etc., d'abandonner un enfant. Je ferais juste remarquer qu'un homme qui donne son sperme, quelque part, même s'il ne porte pas l'enfant, il ne saura jamais s'il deviendra père ou non. Donc, est-ce que, par exemple, c'est un peu le même type de... ouais, mais ça, il le sait, il n'a pas de retentissement physique sur son corps. Si vous voulez. Il est donneur de son plein gré. Il sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il fait, et de toute façon, il n'y aura pas de modification. Alors qu'une femme qui accepte de porter, elle vit sa grossesse. Elle vit la grossesse pendant les 9 mois. Elle a des modifications de son corps, elle a des conséquences à plus ou moins long terme. On a fait, il y a 12 ans maintenant, on a fait un groupe du travail à l'Académie de médecine sur la gestation pour autrui. Et on a auditionné beaucoup, les femmes en tout cas qui acceptaient d'être entendues. Et celles-là qui étaient mères porteuses nous ont dit qu'elles le faisaient parce qu'elles avaient un sentiment altruiste. Que d'abord, elles aimaient bien être enceintes,
que deuxièmement, par rapport à cette grossesse, elles avaient comme un recul, et qu'elles savaient que cet enfant n'était pas le leur et qu'elles devraient le donner, mais en tout cas celles qui étaient venues, et qui nous ont parlé, c'était une sélection, mais il y en avait un certain nombre. Et elles n'étaient pas ni contraintes, ni malheureuses. On comprenait pourquoi elles le faisaient. Et on accepte après tout qu'il y a un altruisme dans l'humanitaire, alors qu'on est payé alors qu'on risque sa peau. Pourquoi on n'accepterait pas l'altruisme d'une grossesse? Moi, je voudrais terminer ma question. Vous m'avez coupé dans mon mélange. J'en étais juste à la virgule et j'ai pas tout terminé, c'est pas l'interrogation. Donc j'aimerais terminer mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, donc, dans ma théorie de lever des verrous, on ne pourrait pas imaginer une société plus tard, je sais pas, je pose la question, elle est peut-être osée, de la levée de l'anonymat qui permettra à certains hommes qui ne souhaitent pas se savoir célibataires, parce je veux juste rappeler qu'en France, il y a 18 millions de célibataires. Si on rajoute les veufs, ça fait quand même sur 68 millions une masse considérable de personnes. Est-ce que par exemple, le verrou à lever, ce ne serait pas un jour de lever l'anonymat pour permettre à certaines... Et du coup, la reconnaissance de paternité, de maternité, je ne sais pas, je pose la question. Vous avez posé la question du fait d'être rétribué quand on fait un don. Aujourd'hui, c'est totalement exclu. Ça peut être un moyen pour pallier cette histoire de pénurie de dons. Comme la reconnaissance. Ça va sans doute l'être, la levée de l'anonymat. C'est aussi dans les discussions. Et aujourd'hui, on se pose énormément cette question-là. Et il n'est pas exclu que déjà dès cette loi, ce soit quelque chose qui soit levé. Alors ça ne va pas être une levée complète. En fait, la crainte des gens, ceux qui sont en défaveur de cette levée d'anonymat, entre autres, c'est est-ce qu'il y aura encore des donneurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui donnent parce que c'est anonyme. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas retrouvés. Donc, il faudra ça va sans doute être levé. Et il faudra demander aux couples s'ils veulent être sur une liste d'attente de liste avec don anonyme ou don avec levée d'anonymat potentiel. Avec des histoires d'obligation derrière. C'est toujours très compliqué parce que c'est l'enfant qui décidera à sa majorité d'accepter de lever l'anonymat éventuellement. Mais s'il manque de peau, je dis un manque de peau entre guillemets, ses parents avaient opté, alors que lui il aurait aimé savoir, et ses parents avaient opté pour l'anonymat, eh ben, il pourra qu'en vouloir à ses parents. Il pourra leur dire, mais il y avait 2 listes, pourquoi vous êtes... Enfin, c'est très compliqué, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de gens issus du don qui ne sont pas au courant qu'ils sont issus du don. Parce que les gens le disent pas, c'est très tabou. Comme ça a été tabou pendant des années, ça l'est encore un peu, quasiment plus, d'être né par FIV, de faire de la FIV. Donc, ça l'est beaucoup moins. Oui, mais ça met du temps. Et comme donc, il y a une population, une proportion importante d'enfants qui croient que leur père, c'est leur père, alors qu'en fait, j'avais vu des études là-dessus, il paraît que les naissances qui sont de parents incertains, c'est ça, c'est leur faire croire, en fait, leur cacher le fait qu'ils sont nés d'une assimilation artificielle et d'un don de sperme. On leur cache. On leur cache, mais ils sentent même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais du coup, on cautionne ça, parce que les sécos proposent d'apparier sur le groupe sanguin aussi, au cas où les parents refusent de dire, pour pas que les enfants puissent retrouver facilement. Ah ouais, en Angleterre, l'anonymat est levé, et il n'y a pas eu de diminution. Moi, je suis B+. Il y a la déclaration des droits de l'enfant, quand même, que la France a signée, et théoriquement, l'enfant a le droit de savoir ses origines. Oui, mais l'anonymat n'enlève pas le fait que quand un père peut le cacher. Au plus. B+. C'est ça. Voilà ses origines. On peut le cacher. On a sécurisé quand même psychologiquement l'enfant qui en se pose des questions qui n'arrivent pas. Mais c'est une quête qui est effectivement légitime, et je crois que ça va être discuté et accepté dans la loi. Sans doute. Ça oui, mais ça n'empêchera pas les parents de ne pas dire s'ils ne veulent pas le dire. Non. Ça ne réglera pas ce problème-là. Non. Mais c'est pas normal. Non, mais le développement des tests génétiques, l'histoire d'Arthur Karmaveysen, celui qui a fait un peu sauter cette histoire de l'anonymat parce qu'il est très médiatique, et il a retrouvé son donneur issu d'une banque de sperme parce qu'il a fait lui-même des tests génétiques et qu'il a réussi avec des croisements. Bientôt, on aura tous notre génome. On saura tous d'où on vient quelque part. Donc cette histoire ponctuelle, donc même les parents qui n'auront pas voulu dire, si j'ai envie de me faire tester demain et que je pourrais le faire, et découvrir que mes parents sont vraiment, enfin mon père, parce qu'en l'occurrence c'est sur la mère, ça se pose très peu comme question, est-ce que le père est vraiment le père? Le GPA quand même.
Bon, c'est l'enfant qui demande. C'est l'enfant qui demande à connaître ses origines génétiques et les parents disent oui, ça. Mais si quand il est effectivement au courant que les origines génétiques ne sont pas celles naturelles de ses pères et mères. Encore faut-il qu'ils soient au courant. Mais les gens vont chercher. Parce que le vrai sujet, c'est le secret de famille, entre guillemets, qui n'est pas dit, qui implique un ressenti, mais que l'enfant n'est pas capable de formaliser. C'est une gêne qu'il vit en permanence sans que l'idée lui vienne d'imaginer que son père peut être autre chose que son père. Ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est difficile. Ouais. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci.